Ça y est, ça sent la fin pour Insect qui licencie près de 140 salariés sur les 200 que compte actuellement la société. Insect, c'est quoi? Vous l'avez peut-être vu passer parce que ça fait beaucoup de bruit sur les médias. C'est une start-up industrielle qui produit des protéines à base d'insectes et qui avait comme objectif de créer, je crois, la plus grande ferme d'insectes du monde. Ça a fait beaucoup de bruit dans les médias parce qu'ils ont levé énormément de fonds, 600 millions d'euros, c'est énorme, dont presque la moitié d'argent public. Et aujourd'hui, cette entreprise elle est passée par une procédure de sauvegarde et maintenant elle est en redressement judiciaire. Son chiffre d'affaires en 2023, il était de 656 000 euros et ses pertes près de 80 millions d'euros. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'investissement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et on parle d'investissement. Mon objectif, c'est de vous accompagner, de vous aider à devenir souverain dans vos décisions de finances et d'investissement. Si vous aimez le contenu que je produis, pensez à vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail. Alors Insect, c'était quoi? Ça a été présenté un peu comme le symbole de la green tech à la française, des fondateurs dont on a beaucoup entendu parler, des levées de fonds records, des articles dithyrambiques, le soutien d'État, des labels à n'en plus finir, French Tech, BPI France, bref, beaucoup de bruit pour, au final, peut-être pas grand-chose. Coût d'investissement, il y avait une usine phare qui était construite à Amiens, qui a pris un retard, je crois, monumental, des coûts qui ont explosé, et surtout, je pense, un marché qui n'était pas là. On est face à une entreprise qui a généré très peu de résultats, très peu de chiffre d'affaires cumulés pour des centaines de millions injectés. Et quand on voit des chiffres comme ça avec une majorité des emplois qui sont supprimés, je vois mal comment une telle entreprise pourrait survivre, en tout cas avec le modèle qu'elle a aujourd'hui. Ce qui a été présenté comme la plus grande ferme verticale du monde a dû coûter là aussi des millions, mais au final ça n'a pas eu le résultat ni les attentes escomptées. Et je pense que c'est là que vous, comme moi, en gros tout investisseur devrait tirer une leçon très clair. Ce qui fait qu'une entreprise est vraiment viable, c'est pas une idée brillante ni un pitch séduisant, c'est d'avoir un produit ou un service sur lequel il y a une demande réelle avec des clients qui sont prêts à payer pour ce service, pour ces produits et qui a un marché clairement identifié. On peut innover bien sûr, beaucoup de grandes entreprises ont innové, mais l'innovation elle n'est rien sans client. L'innovation elle n'est rien si derrière on n'a pas un vrai problème à résoudre, une vraie douleur. Parce qu'au final, sans chiffre d'affaires, une boîte elle ne tient pas. Et on pourrait penser à tort que parce qu'une entreprise elle lève 600 millions, ce qui est énorme, elle est forcément solide. Eh bien non, parce qu'en vrai, lever des fonds, c'est pas recevoir un chèque cadeau. Voilà, c'est un mix entre de la dette, de l'equity, donc des gens qui vont investir et qui vont prendre des parts dans la société, des subventions, mais tout ça en fait c'est pas de l'argent gratuit, il faut que ça serve à bâtir quelque chose de rentable. D'ailleurs 90% des startups échouent, dont 70% dans les 5 premières années. Et la première cause d'échec, tout simplement c'est l'absence d'un vrai marché. On a développé des produits sans clients et des solutions sans problème. Et quand on ajoute à ça des problèmes de trésorerie, c'est-à-dire que l'argent s'évapore plus vite qu'il ne rentre, forcément on arrive à une situation qui conduit en général à la clôture de l'entreprise. Et on le voit très bien dans le cas de Insect qui depuis 2016 en termes de finances est en train de s'enfoncer dramatiquement dans le rouge malgré tous les millions, les centaines de millions qui ont été injectés. Et là aussi on voit un piège qui est très courant, c'est un peu le biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire qu'on a déjà mis des millions, on creuse juste un petit peu plus profond en se disant tiens je vais en rajouter encore pour essayer de sauver le navire, sauf que le navire est déjà en train de couler. C'est aussi la raison pour laquelle moi à l'heure actuelle je fais pas de stock picking, peut-être que j'y viendrai un jour, mais en tout cas c'est pas quelque chose que je fais parce que je pense que ça demande beaucoup de temps d'analyse et de compréhension des chiffres et de la stratégie d'une entreprise pour justement acheter les bonnes parts et les bonnes actions. Je cherche pas la prochaine pépite, je parie pas sur une idée, sur un buzz ou sur une licorne. Je préfère moi investir dans des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions diversifiés qui suivent des indices solides. Par exemple, un ETF monde ou le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines, ou le Nasdaq 100, les géants de la tech, toujours aux USA. Pour moi, c'est plus simple, plus robuste et surtout beaucoup moins risqué que de mettre tout son argent dans une startup aussi verte soit-elle. Alors si on regarde justement les performances d'un ETF monde, qu'est-ce que ça donne en termes de rendement et d'évolution? Évidemment, si on regarde un graphique à 5 jours, on voit que le prix d'une part varie énormément. Sur cet indice, par exemple, entre 542 et 551, on voit beaucoup de variations. Si on va à un mois, même chose, on voit que ça varie pas mal. Si on va encore plus loin à 6 mois, on peut même choper de fortes baisses. On le voit, ça a beaucoup tangué avec les annonces de Trump, par exemple. Si on décale encore à 1 an, pareil, ça tangue pas mal. Si on voit à 5 ans, on a clairement une tendance haussière. Certes, des variations à petite échelle, à court terme, voire même à moyen terme, mais sur du long terme, c'est le genre d'indice qui progresse
à la hausse. Là, si on prend du recul à 10 ans, ça devient très intéressant parce qu'on voit qu'une part achetée moins de 200 euros en 2016 vaut aujourd'hui dans les 500 euros. Bien sûr, il y a des crashs. Vous voyez, en 2020, ici, c'est le Covid. Donc, on a une grosse chute. On pourrait se dire c'est dramatique. Mais finalement, depuis le crash du Covid, la valeur de la part a plus que doublé. Et c'est ça qui est intéressant avec les ETF, c'est que ça vous permet de réfléchir et de vous projeter à long terme sur des placements qui, certes, sur une courte échéance, peuvent être risqués, c'est la bourse, c'est le jeu, mais qui sur du long terme, en général, sont plutôt gagnants s'ils sont bien choisis. Autre force des ETF, ils sont auto-nettoyants, c'est-à-dire que les sociétés de gestion qui les émettent et qui les gèrent vont s'assurer que les entreprises qui constituent cet ETF sont toujours à leur place. Et si une entreprise ne performe plus comme elle devait, elle va être sortie de l'ETF et remplacée par une entreprise plus performante. Donc on a un vrai critère de rentabilité qui va être exigé, ce qu'on n'a sans doute pas eu dans le cas de INSEC. C'est-à-dire qu'on a mis sans doute des millions pour sauver l'emploi dans une entreprise qui n'en créait pas vraiment, ou en tout cas qui était peut-être une boîte innovante, mais qui visiblement n'a jamais su trouver ni son marché, ni ses clients. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous ces financements-là, ils sont faits avec de l'argent public. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de faire ça? Je suis pas sûr. Pour ça qu'en termes d'investissement, moi, je vous invite vraiment toujours à vous renseigner et n'investissez jamais sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Si vous ne comprenez pas où va votre argent, si vous ne comprenez pas à quoi il sert, dans quoi il est investi, c'est sans doute que ce n'est pas un placement qui est pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais placement. Ça veut dire que c'est un placement qui n'est peut-être pas adapté à votre situation. Et votre situation, comment on la construit? La première chose, c'est souvent de définir vos objectifs. Pourquoi je veux investir, avant même de savoir dans quoi je veux investir. Si vous avez des objectifs qui sont clairs, derrière, vous pouvez mettre une stratégie qui sera adaptée. Et avec votre échelle de temps, avec justement vos objectifs, vous pouvez arriver à construire un patrimoine qui vous correspond. Le but du jeu, c'est pas de finir comme Insect, complètement fauché à la fin, mais au contraire, d'arriver à vous construire un patrimoine qui est solide et qui soutient vos ambitions. Si vous voulez commencer à faire le point sur votre propre situation, je vous ai mis en lien sous cette vidéo dans la description l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre situation patrimonial. Cet outil ne vous donne pas de conseils en investissement, mais il vous fait une photo à l'instant T, donc à aujourd'hui, de comment est réparti votre patrimoine. Et ça, c'est un très bon point de départ pour commencer à réfléchir à vos objectifs et construire une stratégie. N'hésitez pas à aller le tester pour voir ce que ça donne dans votre situation. Moi, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et de vos finances. On se retrouve très bientôt. Ciao.